Tout simplement parce que l'ordre n'est pas important déjà, et que ce que je vais vous faire en TP, on va en parler là, ce sera plus proche de ce truc-là. Donc c'est pas plus mal qu'on commence par ça. Le machin est là. Je vais préparer le terrain ici. Hop. Je vous remets ce machin et on va être bon. Hop. Le retour est pas dégueu. Ok. Donc, vous avez ce truc-là, je vous ai remis le lien encore une fois, vous pouvez le choper vite fait, et on va aussi discuter tant qu'on y est du TP avant que je zappe. Donc on va parler de l'asservissement d'un moteur à courant continu. Vraiment les petits moteurs que vous pouvez trouver n'importe où quand vous démontez des trucs, parce que c'est ceux qui coûtent les moins chers, et à produire, et à piloter aussi. Et on a ce jeu d'équations là, qui vient avec. Je vais foutre ça par là. Faut que je m'assure avec le retour que c'est assez gros. J'ai même un peu de rab, donc je vais vraiment économiser la place, justement. Donc on a ce jeu de 4 équations. Il va falloir qu'on voit ce que ça veut dire. C'est largement à votre portée. Et surtout, on a cette espèce de schéma-là. Est-ce que niveau de taille, ça vous va? Est-ce que c'est trop petit? Parce que moi, j'ai le retour d'OBS, mais je ne me rends pas compte des dégâts que font la compression vidéo. Je crois d'ailleurs en 720p. C'est suffisant pour être lisible, ouais. On part de ce machin, on va vraiment voir un exercice bateau comme je pourrais vous poser en devoir. Il n'y aura pas de surprise si vous avez préparé un petit peu le cours. Vous n'avez pas juste regardé ça en étant un peu passif, mais vous avez pris 2-3 notes en plus. Et mon objectif, c'est qu'on arrive à ce truc-là. Ça, vous l'aviez initialement pas de dispo au moment où vous avez dû regarder le cours, si vous l'avez regardé au moment où c'était prévu qu'on le fasse ensemble. Mais j'ai rajouté le lien dans le cours Moodle, avec le lien que je vous ai remis juste au-dessus, là, dans le chat. Il va falloir que vous bossiez ça avant d'arriver en TP, parce que cette année aussi, on va être un peu gêné avec le Covid pour les TP. Vous allez faire beaucoup moins de TP et vous allez être évalué de façon individuelle quand vous allez arriver en gros. Ce qu'on va faire en TP, c'est vraiment lié à ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a cette espèce de système de pendule asservi. Donc il y a une liaison pivot avec un potentiomètre qui nous donne un angle par l'intermédiaire d'une résistance. Potentiomètre, vous vous rappelez, on a fait ça en Arduino. C'était les petits trucs que vous tourniez pour faire varier des vitesses, des choses comme ça. Il y a cette liaison pivot, un petit ventilo au bout qu'on est capable de piloter, et vous devez déjà sentir ce qu'on va faire si vous avez suivi le cours. C'est envoyer la bonne loi de commande, ici, en tension, pour emmener le ventilo à un angle donné le plus vite possible, le plus proprement possible aussi. Je veux pas que ça oscille, je veux pas que ça mette trop longtemps. Et en gros, c'est ça, pas beaucoup plus compliqué. Derrière, il y aura l'équivalent d'un Arduino, mais pour nous, ce sera plus facile que ça. On va pas programmer là-dedans. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer des espèces de schémas comme ça, sous un logiciel qui s'appelle MATLAB, et plus précisément un truc qui s'appelle Simulink, qui fait partie de MATLAB. Et ces trucs-là, là, qu'on va complexifier au fur et à mesure avec du PID, que vous devrez connaître d'ici là, vont nous permettre de reproduire le comportement de ce pendule et puis de nous dire, ben voilà exactement comment est-ce qu'il faut que je le pilote en tension pour que ça fasse le job. Donc, on prépare un peu le terrain avec ce TD pour ce TP, et encore une fois, vous vous pointez en TP, vous devez au moins avoir préparé ça, les premières questions théoriques et tout, parce que vous allez gagner du temps, et c'est facilement après des points à gagner pour pouvoir vite passer à la partie MATLAB, là où je vous guiderai, parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles. Et il n'y a pas de raison que ça se passe pas très bien pour chacun d'entre vous. Il n'y aura même pas, probablement pas de rapport. C'est-à-dire qu'il y a des chances que je vous donne une note directement au TP en fonction de ce que vous avez réussi à faire, et en calcul, et sur MATLAB. Donc, ça, je vais pouvoir le ranger pour l'instant. On va essayer de démarrer ce machin, et on va parler un petit peu de ça. Donc, pour moi, même le retour est encore un peu flou, mais je crois que c'est ma capture qui n'est pas extraordinaire. Tant pis, ça va faire le job. On a un problème ici avec une partie électrique, une partie mécanique. On va voir que les deux systèmes sont couplés, et en fait, ce qu'on a ici, je vais le virer ce dessin après, mais c'est pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Ça va avoir une tête un peu comme ça,
Un moteur à courant continu, vous avez même pu en brancher avec moi en Arduino, c'est un truc avec 2 fils comme ça, je l'alimente, il tourne, j'alimente dans l'autre sens, il tourne dans l'autre sens. Donc un plus, un moins, il y a une certaine tension à amener, et en principe, plus j'envoie de tension et plus ça tourne vite. On va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, vous avez un arbre à la sortie, un petit axe, qui va avoir un sens de rotation qui dépend du sens du courant. Et nous, ce qu'on va analyser, c'est des éventuelles transformations qu'on pourra avoir ici. Et elles seront listées ici, on va les réétudier ensemble. Mais en gros, on va voir à quelle vitesse oméga t ça peut tourner. On va voir ce qui se passe quand on applique différents couples dessus. En fait, la vitesse, ça va être un peu le résultat de ces couples-là. Donc même, je devrais plutôt marquer, on a un couple moteur à disposition et on voit ce qui se passe. On a des couples résistants qui vont nous empêcher de tourner comme on voudrait. Et il y en a un autre ici, il va falloir qu'on en parle un petit peu, qui est proportionnel à la vitesse du moteur. Et ramener sur ce machin-là, je vais même le dessiner plus gros que ça, on a un espèce de cylindre qu'on va pouvoir ajouter comme ça, qu'on va marquer J. À quoi ça vous fait penser ce truc-là, ce J? Sachant que sur la première partie du cours, j'avais pris cette lettre-là, j'aurais pas dû. Parce que ce J-là, il a vraiment un rôle particulier de la façon dont je le dessine ici. Là. Donc, dans le chat ou en vocal, les deux me vont très bien. Qu'est-ce que c'est que ce J-là là? Parce qu'il va falloir qu'on étudie un peu ce système-là. Je ne veux pas juste qu'on prenne les équations et qu'on réfléchisse pas trop. Il va falloir qu'on voit vis-à-vis du schéma ce que ce J-là veut dire, en fait, là-haut. Et comme j'ai pu dire à vos collègues ce matin, parce que c'est pareil, ça commençait tout doucement, on avance à la vitesse à laquelle vous arrivez à avancer. Et après, plus vous arrivez à gazer maintenant, et mieux vous serez préparé, évidemment, pour les TP, mais aussi pour le devoir, parce que rien ne nous dit qu'on arrivera à tout faire aussi vite qu'on veut. Donc ma question, à quoi correspond ce machin? C'est pas l'énergie d'inertie? L'énergie d'inertie? Énergie, c'est pas la bonne grandeur. Inertie, c'est un mot qui me plaît bien ici. Si on dit que l'inertie, déjà de base, honnêtement, ça suffit, mais si on veut être encore plus carré, on peut rajouter des choses. Densité de courant. De la matrice, non? Ouais, c'est une histoire de moment d'inertie. Donc, quand on généralise ça avec des torseurs, on va pas redérouler tout ce truc-là, mais en gros, on est capable d'avoir des espèces d'équations qu'on va mettre sous forme de matrice et qui vont prendre en compte tous les trucs dedans. Et on parle de moments parce qu'on a un truc qui est sur une rotation ici. On verra après, en termes d'analogie, ce que ce truc-là, ça veut dire pour que ce soit plus intuitif. Il y a Alan qui m'avait parlé de densité de courant. C'est vrai, hein, en élec. C'est-à-dire que les J, c'est les densités de courant. Si je les intègre sur une surface, un volume, ainsi de suite, je trouve des courants. Parce que ça, en gros, c'est des ampères par mètre carré. Ça dépend comment ça a été normalisé. C'est pas le même J qu'on a là. Nous, c'est le J de la méca qui va être un moment d'inertie. On va regarder ensemble les équations là. On va essayer de comprendre déjà à la base d'où elles sortent et qu'est-ce qu'on va en faire en pratique. Si je regarde la première là, est-ce qu'elle vous parle un petit peu? J'ai du U de T égale E plus RI plus LDI de T sur DT là. D'où est-ce qu'elle sort cette équation 1 d'après vous? Quand on regarde le schéma surtout, hein, parce que il va falloir qu'on voit en pratique aussi, intuitivement, d'où est-ce que ça sort. C'est la loi des mailles? C'est ça. Ce machin-là, va falloir que je me méfie parce que j'ai moins de place que je pensais. C'est une loi des mailles. Donc loi des mailles, ça veut dire quoi? Le U qui est ici, là je le réécris, est égal à la tension de la résistance plus la tension de la bobine, plus ce E-là, il va falloir qu'on discute de ce qu'il veut dire, mais en tout cas on voit que c'est une flèche, que c'est plutôt une tension par rapport à la représentation qu'on a. Et donc on a U, normalement vous ne voyez pas mon
pointeur, mais celui-là, oui. Le U ici, alors vous avez deux façons de voir une loi d'émail. Soit vous partez d'un point, vous faites une grande boucle et vous faites une somme algébrique. Ça me va très bien, mais c'est pas comme ça que je le vois de façon plus intuitive. Le plus simple, c'est quand même de se dire, j'ai un générateur, les autres, c'est forcément des récepteurs à votre niveau, et le générateur, il donne une tension qui est distribuée sur tous les récepteurs, les dipôles. Donc U de T va être égal à cette tension plus celle-là plus celle-là. Et si vous regardez, E de T, je le retrouve, RI de T, c'est la tension de la résistance, LDI de T sur DT, c'est un truc qu'on a vu l'an dernier qui nous donne la relation entre le courant qui passe dans une bobine et sa tension, enfin la tension qu'on va mesurer à ces bornes. Donc loi d'émail, elle décrit un truc intéressant. D'après vous, à quoi ça peut correspondre un truc où on retrouve une résistance et une bobine comme ça, enfin une inductance? Il y a du R et du L. À quoi ça correspond physiquement ce machin? D'après vous? Je me retrouve avec un truc à cette tête-là. Une résistance, alors vous avez pu voir avec moi que le symbole de la résistance, il peut aussi être comme ça, comme je vous ai mis là-haut. À quoi ça peut correspondre physiquement dans le moteur, cette partie-là? Je vous écoute. Ou je vous lis s'il faut. Le stator. On peut même aller un tout petit peu plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le stator et même dans le rotor? Ça dépend un peu les technos. Comment est-ce que c'est fabriqué un moteur? Surtout les plus bêtes comme ça. Là. Si vous l'ouvrez, c'est quoi que vous avez? Une bobine avec un aimant au centre et en faisant passer du courant, ça va attirer l'aimant. Ouais, c'est un truc comme ça. Je sais que à un moment ou un autre, j'ai un bout de fil, je vais faire passer un courant dedans, ça va générer un champ magnétique, alors qui va dépendre, l'orientation du champ magnétique va dépendre du sens du bobinage. Et si j'ai un aimant en face, je vais les dégager ces schémas après, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Il va s'orienter en suivant ça. Et en gros, je peux me débrouiller pour faire en sorte qu'un champ magnétique fasse bouger un truc. On ne rentre pas dans tous les détails parce que les moteurs à courant continu, vis-à-vis de la conception, c'est peut-être pas les plus simples. Il y a un système de plein de sous-bobines avec un charbon qui vient frotter et qui va faire bouger le champ magnétique pour attirer l'aimant. Mais en gros, on sait qu'il y a une grosse bobine derrière ça. Et dès qu'on commence à... C'est pas terrible mon truc. Dès qu'on commence à avoir une grosse bobine de fil, le schéma électrique équivalent, c'est des pertes et un effet d'inductance à cause du champ magnétique. Donc jusque-là, cette équation, elle a plutôt du sens. Il n'y a que ce truc-là. À ce stade-là, on ne voit pas trop ce que c'est. Si vous regardez bien, c'est une tension qui vient s'opposer à la tension du générateur, et on verra après, ce truc-là, ça s'appelle une force contre-électromotrice. Et à la fois, c'est emmerdant parce que c'est ça qui va vous limiter, mais en même temps, heureusement que la physique est faite comme ça, parce que sinon, on pourrait avoir une énergie infinie dans ce machin, et il va falloir qu'on voit pourquoi. On avance un tout petit peu. L'équation 2, je vais en parler très vite. La relation ici, elle nous fait apparaître du E de T, du KE. Qu'est-ce que c'est que ce oméga déjà? Qu'est-ce que c'est que le oméga M là, dans mon problème? La rotation du moteur. Alors, c'est lié à la rotation. C'est quoi comme grandeur? C'est oméga. C'est bien une histoire de rotation. C'est la vitesse en radians par seconde, logiquement. Voilà, vitesse de rotation. Qu'est-ce qu'il nous dit l'équation 2? Plus je tourne, alors KE c'est une constante, je vais tout de suite... vous pouvez noter ça. Et pareil, tout à l'heure, on va voir un truc qui s'appelle KM, qui est aussi une constante. Plus je tourne vite, et plus, de façon proportionnelle, j'ai une tension qui est créée, vous voyez, E là, et qui vient s'opposer à mon U. Donc c'est un truc, c'est un phénomène, le E de T, c'est une tension qui va venir s'opposer au générateur, mais qui en plus est proportionnelle à la vitesse.
plus j'alimente normalement et plus je tourne vite, mais plus je tourne vite et plus je vais avoir un truc qui va m'empêcher de tourner vite. De façon assez bizarre, mais c'est grâce à ces mécanismes, on va en reparler, que les moteurs ont une vitesse limite, en fait, et qui ne peuvent pas accélérer à l'infini. Cette équation-là, je trouve que pour votre formation, c'est la plus intéressante. On va peut-être en reparler tout à l'heure, mais juste, j'aimerais bien savoir d'où elle vient. Comme on a fait pour la loi des mailles. On voit du J oméga point est égal à une somme de trucs, là. À quoi ça vous fait penser, ce machin? J'ai du J qu'on a identifié comme étant un moment d'inertie. J'ai un truc qui ressemble à la dérivée d'une vitesse. Et à droite, j'ai des machins qu'il va falloir me présenter. Qu'est-ce que ça peut être cette équation? Parce que l'objectif, c'est pas que vous la preniez par cœur, cette équation, c'est que sur un système un peu différent, vous soyez capable de la mettre à jour par rapport à votre truc. Ouais, Quentin, c'est bien une équation différentielle, parce que je vois qu'il y a une dérivée par rapport au temps. Et ma question, elle va un peu plus loin que ça, c'est d'où est-ce qu'elle sort en termes de méca? Pourquoi cette équation-là, on aurait pu la redeviner, en fait? J'ai un système ici mécanique, et quand on a un système méca avec pas tout à fait des forces qui sont appliquées dessus, mais pas loin, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire chaque fois que vous avez un problème de méca avec quelque chose à faire bouger? Dites-moi. C'est pas comme un PFD? C'est exactement un PFD. Ouais, c'est un PFD. C'est ça. C'est un principe fondamental de la dynamique. On va en reparler tout à l'heure, on va essayer d'identifier des choses. Mais en PFD, vous voyez plutôt un truc qui ressemble à somme des forces égale à m fois a, et puis il y a des vecteurs partout si on n'a pas fait de projection. Là, regardez, là, on a tout un tas de couples qui sont appliqués. Ici, on a une accélération angulaire, et ici, on a un j, il va falloir qu'on identifie à quoi ça ressemble. Et il va falloir vous convaincre, on va en reparler tout à l'heure, que ce machin, c'est exactement un PFD, mais ramené sur une rotation, en fait. Par exemple, au lieu d'avoir des forces, on se retrouve avec des couples. Le dernier truc, je vais vous le donner direct, et puis on va essayer de voir les conséquences après. Il nous dit quoi? Alors c'est comme pour au-dessus, il a vraiment la même gueule. J'ai du courant ici, j'ai une constante, donc j'ai une relation de proportionnalité. Plus j'envoie de courant dans mon moteur, en fait, donc il faut imaginer plus il y a de courant dans cette partie-là, et plus le couple moteur va être important. Et on va voir au travers du PFD juste au-dessus que plus j'ai de couple moteur et plus j'ai de vitesse, parce que ça va augmenter l'accélération. Donc si j'ai un texte sur le temps, si je laisse tourner le chrono, ma vitesse va augmenter jusqu'à un certain point. Donc ce dernier truc est juste là pour ça. Et on a pu en parler, mais ça commence à dater, ça fait 1 an. Quand on avait fait je sais même pas forcément avec moi que vous avez fait ça, mais le petit exo sur le point H, quand on avait commencé les équadifs, on n'avait plus parlé de ça. Parce qu'on avait vu comment changer les constantes de temps d'un moteur pas à pas en rajoutant une résistance. Et il y avait une histoire comme ça, je vous avais un peu simplifié. Ça, c'est un modèle simplifié, mais qui marche pas mal en vrai, tant qu'on va pas chercher des valeurs extrêmes. Donc, on a analysé tout le truc. On va rentrer vraiment dans le sujet, mais maintenant, on sait à peu près d'où viennent chaque équation et ce qui se cache derrière, et on va passer assez de temps, 1h30, là, pour analyser ce machin et essayer d'en faire un schéma fonctionnel. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir marquer, mais ça, c'est vraiment notre objectif. On veut faire un truc qui s'appelle un schéma fonctionnel. Donc en gros, c'est, je sais plus comment je l'ai introduit, mais on a pu parler aussi de schéma bloc. Le principe, c'est de dire, moi j'ai une équation et je veux la transformer en un truc qui ressemble à des boîtes, comme on avait vu dans le cours. Et on va voir aussi pourquoi, mais ça nous simplifie énormément la vie, parce qu'on va voir les relations qu'il y a entre les différentes équations, comment ça se boucle, comment un terme peut en impacter un autre, et de façon beaucoup plus évidente que si on regarde juste ces équations-là. Donc, je vais partir sur... je ne vais pas forcément suivre exactement les questions, mais en tout cas, on va commencer sur la partie 1, c'est représentation du problème dans le domaine de la place. Donc, on va partir là-dessus. Je vous conseille largement de prendre des notes, comme si c'était une correction normale,
Je sais qu'il y en a qui prennent des captures d'écran parce que j'en ai déjà vu traîner et c'est une super mauvaise idée dans le sens où vous n'aurez pas une démarche active, vous allez suivre de façon c'est passive en fait. Au moment où il va falloir réviser, ce sera comme si vous repartiez de zéro. Alors que le fait d'avoir pris déjà ces notes, il y a un espèce de mécanisme qui se met en place et qui va faire que vous allez déjà avoir des vrais souvenirs de ce qui va se passer. Et même des automatismes, parce qu'il y a des trucs même moteurs, quoi. En écrivant, on arrive à créer plus d'automatismes. Donc on va passer tout ce truc dans le domaine de la place, on va utiliser les principes que je vous ai présentés en cours. On va essayer de faire ça un peu vite. Celle-là, je vais la réécrire, après je ferai du copier-coller s'il faut. On a cette première équation. On va essayer de reprendre ce qu'on avait vu en cours et on va passer ça en Laplace. Comment est-ce que je passe cette équation en Laplace? Donc d'une part, il y a la transformée de Laplace qu'il faut que vous connaissiez. Un truc qui va ressembler à... Alors, il peut y avoir des variantes en plus. J'ai dû vous mettre cette forme-là dans le cours. C'est pas ça que je vous demande en fait. Ça, c'est une transformée de Laplace, mais je vous demande juste l'expression générale, comment est-ce qu'on la transforme en Laplace élément par élément, tout simplement. Donc ça, ça pourrait être plus une espèce de question de cours. Je prends mon équation 1. Qu'est-ce que je fais? Par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer dans le cours, là, parce que c'est vraiment la même chose. Qu'est-ce que je fais déjà de ce U de T, par exemple? On met U de P. Ouais, ça c'est le truc le plus important. Ça va changer de paramètre, ce sera plus du temps, ce sera du Laplace. Je peux marquer U ici, mais je peux même rajouter quelque chose qui va me permettre de savoir vraiment que j'ai changé de domaine, c'est quoi. Ça va être E. Pas tout à fait. Bon, je vais garder la même lettre, mais qu'est-ce qu'on a fait dans le cours pour vraiment voir, en plus de ça, qu'on avait changé de domaine et qu'on était passé en Laplace? On a mis une majuscule. Ah oui, Ouais. c'est une lettre, comme un L un peu, non? Ah non, c'est pas ça. Alors, l'espèce de L un peu stylisé, c'est ce que j'ai fait là. Et vous allez pouvoir refaire ici. Vous pouvez faire un espèce de L ici qui représente la transformée de Laplace. En gros, ce truc-là, ça correspond à la transformée de Laplace de U de T. Et encore une fois, moi je veux juste qu'on fasse l'équivalent de ce calcul-là, mais qu'on remplace par des versions simplifiées. Je veux pas qu'on s'amuse à faire les calculs intégrales. C'est, je pense, trop compliqué encore à votre niveau. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'en servir grâce aux petites astuces qu'on a vues en cours. Donc, tout ce qu'on a à dire ici pour l'instant, c'est tout bête, hein, mais il faut le savoir. U de T, il devient grand U de P, tout simplement. Même chose, qu'est-ce que je fais ici? Je vais bosser terme par terme parce que j'ai pu vous expliquer ça. Hein. Il y a un calcul d'intégrale et qui ne va pas impacter les plus là, donc je vais pouvoir distribuer l'intégrale sur les E de T, RI de T, ainsi de suite. E de T, qu'est-ce que j'écris? C'est pas grand E de P. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça pour l'instant. Ce terme-là, j'ai une constante, qu'est-ce que j'en fais, d'après ce que j'ai pu vous dire? Constante fois une fonction. Qu'est-ce que je fais de cette constante par rapport à la transformée de Laplace? On la sort? C'est ça. Pour vous en convaincre, vous pouvez regarder ce qui se passe si je rajoute un alpha en facteur ici, de la fonction que je vais transformer en Laplace. Si c'est une constante, c'est pas impacté par l'intégrale. Donc le truc va sortir et je me retrouve simplement avec alpha fois U de P. C'est pas impacté. Donc si on sort la constante, on a du R, et ma fonction devient grand I de P. Et là, il y a un autre truc à savoir. Donc le L, je l'ai sorti tout de suite, on va gagner un peu de temps. Qu'est-ce que je fais maintenant quand j'ai une dérivée? D'après vous, et d'après le cours surtout, parce que c'est pas facile à deviner à votre niveau. Là. Qu'est-ce que je fais des dérivées? C'est pas 1 sur P fois... Pas tout à fait, on commence à aller dans le bon sens pour une dérivée.
C'est des P fois C'est L, ça. L fois Donc, I de P, je crois. le L, il est déjà là. Je l'ai sorti parce que c'est multiplié, c'est une constante. Ma dérivée, elle va se transformer simplement en P, et vous pouvez aussi marquer ça si vous voulez à ce stade. Hein. C'est P à la puissance 1, parce que j'ai dérivé une seule fois. Ce serait une dérivée seconde, j'aurais P à la puissance 2, ainsi de suite. Fois ma fonction. On a fini cette première équation. Pour l'instant, c'est un peu laborieux, mais au final, au fur et à mesure, vous allez un peu accélérer, ça va devenir plus évident. Ce qu'on a fait là, vous pouvez gratter les points en DS. Là. C'est-à-dire que partir d'un truc, éventuellement, je peux vous redemander une petite loi d'émail et me passer ça en Laplace, ça peut être une question, tout simplement. Et en fait, le cheminement qu'on va suivre à partir de là, il sera toujours le même. On va faire une étape d'identification. Donc à chaque fois, ce qu'on va essayer de chercher, c'est... Vous pouvez commencer à réfléchir à ça. C'est quoi l'entrée du problème? C'est quoi la sortie du problème? Et c'est quoi la fonction de transfert du problème? Donc on est obligé de se poser une vraie question de physique, là. On voit une équation comme ça. On regarde ce que ça veut dire sur le morceau de circuit ou le morceau de méca. Et on se pose la question, dans ce truc-là, entre la tension, entre le courant, parce qu'en fait on voit qu'on n'a que ces deux grandeurs-là, lequel je vais contrôler et lequel va être la réponse du circuit d'après vous? Quand on a un montage comme ça, quand on a un moteur à courant continu, qu'est-ce qu'on va contrôler quand on vient alimenter ce moteur? U. Bah c'est ça. Moi, le seul truc que je sais maîtriser à ce stade-là, j'envoie une tension. Je ne vais pas forcément le marquer comme ça fait unité. Et la réponse du circuit, ce sera simplement le courant. Et cette partie-là, il va falloir qu'on voit, mais en gros, ça va être la transformation physique qui me transforme ma tension en courant. Et ça va me permettre de généraliser plein de maths comme ça, et d'avoir un truc qui marchera même pour de la méca, la thermique, et ainsi de suite. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse mettre les choses de la forme suivante. Là. Quelque chose fois, et on va voir que ce sera même un tout petit peu plus compliqué que ça, ma tension. Est-ce qu'on est bien parti par rapport à l'équation qu'on a juste ici, là? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour adapter cette équation-là et la transformer dans la forme que moi je vous ai présentée ici? Les étapes du calcul ne sont pas très difficiles, mais il va falloir qu'on avance ensemble. On rame, hein? Il va falloir se réveiller un peu parce que j'ai peur qu'on ne finisse pas le machin, là. Vous allez être pénalisé en TP après. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade-là pour exprimer le problème que j'ai encadré sous cette forme-là, là? Bah, U, ça sera égal à I sur quelque chose. Il y a la I sur quelque chose. Enfin, j'ai pas trop compris la question. Mais... La question, c'est... U de P égale quelque chose ou... Moi, je veux plutôt arriver sur cette forme-là, en fait. Donc, avoir I qui est tout seul est égal à... va falloir qu'on voit ce qu'il y a là-dedans, quel rôle ça joue, multiplié par l'entrée. Et là, on aura le calcul dans le bon sens. Sinon, on fait une équation de base, ensuite on factorise avec U. Ouais, factoriser par U, là, c'est possible. Là-haut. Et une fois avoir fait notre équation. Une fois avoir résolu notre équation, avoir exprimé en fonction de I, je veux dire. Ah! Ouais, tu me bouffes peut-être une étape. Alors, qu'est-ce que je peux factoriser pour vous aider un peu là-dedans? Parce qu'il va falloir qu'on fasse des groupes, en fait. Il va falloir qu'on identifie un gros morceau. Moi, je veux pas du I qui apparaît à droite, là. Je veux que le I soit tout seul. Je veux que le U il soit tout seul aussi de l'autre côté. Là. Par quoi on peut factoriser ce machin? Ce que j'ai encadré en rouge, là. Il y a un truc qui apparaît au moins 2 fois. I de P. I de P. Ouais, c'est tout. Donc je reprends ce machin. Je vais essayer de factoriser du I de P.
Donc I de P, mince, j'avais pas vu, j'avais la main sur le machin, j'attaquais un peu haut. Le I de P, il apparaît en facteur de quoi là? Dans mon équation encadrée. R Oui, plus LP ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? 1 sur EP. Le EP, le problème c'est qu'il n'y avait pas de I là-haut. Donc je suis obligé de le traiter un peu à part et on va voir qu'il est assez bizarre ce machin, il va falloir qu'on voit ce qu'on en fait. Donc, a priori sur ce que tu m'as dit, on a fait le tour. Hein. Il y a du IP facteur de R plus LP, je vois aucun autre terme qui n'est pas pris en compte dans ce que j'ai là, on est pas mal. On reprend notre objectif qui est ce truc-là, je veux I de P égale quelque chose, donc il va falloir qu'on essaie d'arranger ça. Je pense qu'on ne va pas refaire encore 15 étapes de calcul. Qu'est-ce que je peux faire à ce stade-là là? I de P égale quoi? D'après vous? Pour l'instant, j'essaie juste de le mettre tout seul. On verra les conséquences après. Est égal à U de P Ouais. moins E de P. Jusque-là, on part très bien. Le tout sur L plus LP. Ben voilà. C'était pas facile de voir que c'est ce que je vous ai demandé, parce que même je vous avais dit ce sera un tout petit peu plus difficile que le truc de base sortie égale quelque chose fois André. Mais le I, j'ai réussi à le mettre tout seul. Le U, il est à peu près ici tout seul aussi. On va voir qu'il y a un petit truc en rap, c'est ce E de P. Et ensuite, j'ai une multiplication par ça. Si c'est plus clair pour vous, vous pouvez le marquer sous cette forme-là. C'est-à-dire U de P moins quelque chose qui est ce E de P, on va voir son rôle, multiplié par quelque chose, la fonction de transfert. Normalement, c'est pas bien grave, hein, sincèrement, si vous le faites pas dans le bon sens, mais on aime bien mettre le polynôme avec le degré le plus fort ici. Là. Si j'avais du P carré, il apparaîtrait à gauche, ensuite du P tout court, et ensuite du P à la puissance 0 qui fait 1. Donc on est pas mal. On a notre truc, on va pouvoir mettre des noms là-dessus. Voilà une sortie. Mince. Voilà l'entrée. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du dernier morceau qui reste là? Du point de vue vraiment générique, comment ça s'appelle? La fonction de transfert? C'est tout. Mais que de mon circuit électrique. Donc vous pouvez appeler ça H1 de P par exemple. Et par identification, ben, le H1 c'est tout ça. Quand on est arrivé à faire ça, identifier les entrées, les sorties et montrer vraiment quelle est la fonction de transfert dans le problème, on a fait presque le plus dur, sincèrement. Et il va falloir qu'on refasse ça 4 fois. Il y a un dernier truc que je vais pouvoir vous demander quasiment à chaque fois, c'est schéma fonctionnel. On va essayer de le faire pour chaque petit sous-bloc, et après on essaiera de les agencer ensemble pour faire un gros système complet, mécatronique. Ce que je vous demande en fait, c'est on reprend le cours. Mon système, il va avoir cette planche-là. Je sais que ça, ce sera H1 de P. Alors vous pouvez soit l'écrire dedans, soit au-dessus, puis dedans, on va mettre la vraie expression. On a vu que la fonction de transfert de ce système-là, c'était ça. On sait qu'on a tendance à lire plutôt dans ce sens-là, mais on va voir le plus important, c'est surtout le sens des flèches. Qu'est-ce que je marque à droite, par exemple, à ce moment-là, d'après vous? En gros, quel est le résultat de mon calcul sur mon dessin? La sortie, donc I de P. C'est ça. Pour l'entrée, qu'est-ce que vous me proposez? Il va falloir qu'on voit ce qu'on peut dessiner ici. Pour l'instant, on va vite comprendre pourquoi. Moi, je vais écrire au-dessus, ici, là, l'expression de l'entrée. L'entrée, c'est U de P moins E de P, non? C'est ça. U de P moins E de P. Et ma question maintenant, alors c'est pour ceux qui vraiment auront bien bossé le cours, est-ce que vous connaissez un dessin qui sait faire ça? Qui sait faire une soustraction? On n'avait pas vu un truc comme ça, un rond avec une croix à l'intérieur avec un plus et un moins? Un rond, une croix, un plus, un moins. Et avec en dessous le E du coup et à gauche le U. Tout à fait. Et le dernier truc qui me manquera,
C'est juste le nom de ce machin-là, mais tu m'as dit le plus important. Comment ça s'appelle ce machin? Il va falloir bosser votre cours un peu. J'espère que vous avez pris des notes, parce que ça sent le truc qui a été regardé comme une vidéo YouTube de base. Ça risque d'être compliqué pour absorber les notions. C'est quoi ce machin? Bon, ça va pas revenir. J'ai pas envie d'y passer 15 ans. Hop. Je sais pas pourquoi, des fois, il se met à me faire un trait tout fin dans le coin. Là. Comparateur. C'est ce machin-là. Et j'avais pu vous dire, j'espère que j'ai pas oublié, il y a des logiciels où ça pourra avoir cette tronche-là aussi. Hop. C'est exactement pareil, hein. C'est juste une autre notation. On fait un symbole somme, on met des poids sur les différentes flèches, il peut y en avoir même plus que ça, hein. 4, 5, 6, autant que vous voulez. Et à chaque fois que vous avez une flèche, vous avez un poids, et à ce moment-là, vous dites ça, je le compte en plus, en moins, ainsi de suite. C'est plus flexible d'ailleurs que l'autre symbole ici, où passer 3 entrées, on va être un peu bloqué. Ce qu'on a réussi à faire là, c'est à faire un bout de dessin. Il y a la réponse comparateur qui est arrivée dans le chat, mais je ne sais pas à quel moment. C'est Emma qui m'a dit ça. Oui, dans ce qu'on a réussi à faire là, c'est un bout de schéma qui reprend notre équation, et en fait, on va voir, mais si on arrive à mettre tout notre système sous la forme d'un schéma comme ça, l'étude des systèmes mécatroniques, d'une part, est facilitée. On va voir pourquoi. On aura un vrai truc graphique qui sera plus parlant que des équations, alors que ça reste des équations, ces machins. Et surtout, ça, on peut le mettre dans MATLAB ou dans d'autres logiciels commerciaux comme ça. Malheureusement, je ne connais pas de très bon équivalent de gratos. Sinon, on passerait dessus, mais j'en connais pas pour l'instant. Et si on passe ça sur un logiciel qui est capable d'encaisser ça, il vous fait une simulation physique, sans problème. Et pour le niveau ingénieur, c'est pas mal. Quand on est en recherche, après, on rebouffe les équations parce que c'est moins limité. Ce qu'on a fait là, je pars d'une équation différentielle. Il n'y aura pas trop de convolution pour l'instant, on va rester là-dessus. On passe ça en Laplace, on identifie les entrées-sorties et on fait des schémas fonctionnels, des schémas blocs. Et il faudra faire ça à chaque fois que vous avez un bout d'équation avec moi. Et là, on pourra vraiment avoir de la modélisation complète. Donc on va garder ce truc-là en tête, on va avancer un peu. L'équation suivante, la 2, c'était quoi? C'est E de T, c'est la force électromotrice. Contre-électromotrice. Fois la constante KE fois la vitesse angulaire. C'est reparti, je vous écoute. Comment vous me passez ça en Laplace? Ça de l'autre côté, ce sera plus joli. Hop. Comment on passe cette équation en Laplace? E de T, j'en fais quoi? Grand E de P. Grand E de P. Ça commence à rentrer. KE, je vous le redis, c'est une constante. Donc on la garde. Du moins, on Donc, la met de côté. Elle reste devant. Et ensuite, grand oméga n de P. Ça. Est-ce que vous savez écrire un grand oméga? C'est un symbole que vous connaissez. C'est pas le même que les résistances? C'est ça. Comme les ohms. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les ohms, nous. Alors, ce matin, je ne l'ai pas forcément traîné partout. Je vais essayer de m'y tenir pour ça. J'ai eu vos collègues du groupe A ce matin. Je vais essayer de ne pas oublier mon petit indice M, là, mais le plus important, c'est que vous mettiez l'oméga comme ça. Si en devoir, vous ne connaissez pas la majuscule d'une lettre grecque, je ne vais pas être méchant pour ça. Le plus important, par contre, ça, ce sera une faute si vous vous plantez. Ce T, il faut absolument que ça devienne un P en dessous, là, quand vous passez en Laplace. Il faut voir si vous avez pu suivre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la question d'identification, elle est galère, là, sincèrement. Quand on n'a pas le nez dans le fonctionnement du système. En gros, je vous pose la question, c'est quoi la donnée d'entrée du problème physique ici, et c'est quoi la conséquence de cette équation-là, d'après vous? C'était l'histoire de, vous vous rappelez, l'espèce de bloc là, avec, ça ressemble à ça. Là, il y a l'arbre moteur, la vitesse de rotation, je ne sais plus dans quel sens j'ai mise, ça c'est juste une convention, vers le bas.
pour le sens moteur. Oméga M. Et ça, c'est la force contre-électromotrice, E de T. Vous vous rappelez l'explication là-dessus? Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez me dire qui est l'entrée, qui est la sortie à ce problème-là? Et je vous en voudrais pas du tout si vous vous plantez, parce que c'est pas simple. Instinctivement, j'aurais dit EDP en entrée. E de P en entrée, oui. On a l'impression que c'est ça, et c'est ça qui est un peu sournois là-dessus. C'est l'inverse, vu qu'elle est contre-électromotrice, non? Il faut plus le voir comme ça. Et vous pouvez pas le deviner, mais maintenant vous le saurez. Cette équation, c'est ça. Mon entrée, en fait, mon truc va être comme ça. Ma sortie, ça c'est la conséquence, c'est ça qu'il faut voir. Et donc, le système, ça va être juste une multiplication, et on va voir comment on fait le dessin d'un truc aussi bête que ça. Et vraiment, pour rappuyer dessus, le principe, c'est quand ça se met à tourner à une certaine vitesse, plus ça tourne vite, plus j'ai une tension qui est créée ici et qui vient s'opposer à celle du générateur. Donc, vous voyez que c'est pas à cause de cette tension que ça tourne, c'est plus un truc qui va nous embêter parce que ça tourne, j'ai une tension, et la conséquence, donc cette tension, elle va nous embêter. Et en même temps, la physique est comme ça. Donc mon machin est déjà dans le bon sens si vous regardez par rapport à ce qu'on s'était dit avant. Une donnée d'entrée transformée par un système qui est ici la force contre-électromotrice, en gros, qui va générer cette tension. Donc on a fait cette identification. Si je devais donner la fonction de transfert de mon système, ce serait simplement cette constante. Donc comment est-ce que ça se dessinerait tout simplement ce machin-là? Et on va voir qu'il y a une petite exception en fait sur le dessin. En gros, prenez pas le dessin tout de suite, parce que je vais faire une toute petite modif. Si j'avais un machin comme ça, ce serait quoi la donnée de sortie? Qu'est-ce que je mets à droite là, de ma boîte, pour cette équation? EDP. Ouais, c'est ça. La conséquence, c'est la tension qui est fournie. Le truc qui rentre, c'est Oméga. la vitesse angulaire, oméga m. Et donc, on aurait juste envie de marquer KE. Si vous me faites ça en devoir et que tout le reste est bon, c'est juste qu'en gros, je vais moins avoir tendance à gratter les points bonus, mais je vais pas être méchant pour ça. Il faut juste que vous sachiez que quand on a une fonction de transfert qui est faite uniquement d'une constante, ça va s'écrire sous la forme d'un triangle comme ça. Et il va falloir qu'on voit, en fait c'est assez logique la notation qui est utilisée. Le KE qui est ici, on l'appelle un gain. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, je prends la vitesse, je la multiplie par un coefficient, donc je vais l'augmenter peut-être, et je vais obtenir ici l'équivalent d'une tension. Donc après, il y a la problématique aussi des unités sur ce gain. Le symbole du triangle pour l'Arduino, vous vous rappelez ce que ça voulait dire sur le schéma général que je vous pose à chaque fois en première question là, sur la chaîne d'information? Il y avait des triangles dedans. C'était pas les capteurs? Pas tout à fait, c'était pas les Les capteurs. amplificateurs. Ouais, c'était plus la partie amplification en fait. Et le triangle, c'est un des symboles possibles pour les amplificateurs en élec. Donc là, ce que ça veut dire, c'est juste on va prendre le signal, on va le multiplier par un coefficient. Alors, des fois, il est plus petit que 1, c'est pas pour autant, ce sera pas forcément plus grand, mais en tout cas, on va modifier sa valeur, son amplitude, sans changer sa forme. On a fait la moitié. La première équation, on a vu qu'elle avait une tête un peu compliquée. La deuxième, c'est qu'une constante, donc il y a ce triangle, c'est un truc à connaître. Je ne sais pas si j'avais marqué partie élec là-haut. Voyons. Non. C'est juste par rapport au découpage que j'ai dû faire. Là, on était sur petit ABC, en fait, de mon TD, sur la partie électrique. Donc, vous pourrez le reprendre. Sachant que c'est un peu bête comme nom, mais j'avais pas le choix quand j'ai fait ce fascicule-là. Parce que vous voyez bien que cette équation 2, là, elle couple de l'élec, là c'est une tension, à de la méca, parce que là c'est une vitesse angulaire. Et tout à l'heure, on va voir l'équation 4, pareil, elle est multiphysique en fait. Elle va coupler l'électricité de la mécanique. On va passer à la partie mécanique.
Là. Et on va regarder cette équation 3, qui est la grande équation qu'on a vue tout à l'heure. Là, je vais la réécrire. Faut pas que j'oublie mes indices. Donc on doit avoir un couple moteur, un couple résistant, tiers, et ce machin-là, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est, à cause de la forme qu'il a. On a dit que ça venait d'où, ce machin? C'est Quentin qui a donné la bonne réponse tout à l'heure. C'est le PFD. Voilà. On a un PFD. Et PFD, moi je ne l'ai certainement pas appris comme ça, vous non plus. Vous connaissez quelque chose de la forme somme des forces pour un problème vectoriel est égale à la masse fois l'accélération. Et j'ai pu vous dire dans le cours, il me semble que même intéressez-vous à la définition de la masse dans un PFD, et c'est encore une vraie question de physique aujourd'hui. En gros, c'est des histoires de... Ici, on est plutôt sur une masse inertielle. Et en lien vraiment même avec des problématiques de relativité, cette masse-là, on se pose la question de savoir à quel point c'est vraiment la masse que vous mesurez avec une balance, en gros. Et a priori, tout porte à dire que c'est la même chose, mais en termes de physique, c'est toujours difficile de relier des valeurs qui apparaissent dans différentes équations. On a l'impression que c'est la même chose, et la définition même de la masse et des problèmes de gravité, c'est encore un problème qui est très très actuel. Donc ça, c'est la forme que vous devez connaître. Ça ne m'étonnerait pas que vous connaissiez aussi. Ouais. C'est CR de T, non? J'ai fait un loupé quelque part? Vous avez écrit. Ah oui, j'avais même pas vu. J'anticipe déjà un petit peu. Merci. Donc CR de T. On va regarder ce truc-là et on va essayer de regarder le rôle de chaque élément. Donc ça, c'est des couples. L'unité, c'est quoi? Newton mètre. Voilà. C'est quoi l'unité de ce machin et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue physique là? D oméga sur dt. C'est une accélération angulaire. Exactement. Accélération angulaire. Du coup, parce que vous avez une vitesse angulaire. C'est ça. Donc c'est... J'avais pu faire ça avant. Ça, c'est l'équivalent du A. Ça, c'est l'équivalent des forces. Faites gaffe, hein, ça ne veut pas dire que c'est égal en termes d'unité, ça, on ne peut pas le dire. Mais le principe fondamental de la dynamique, où on regarde les forces appliquées sur un objet, alors on regarde les forces appliquées à votre niveau sur quelque chose qui est ramené à son barycentre, vous ne découpez pas ce truc-là là, avec des distributions de masse qui dépendent du volume, genre des masses qui ont des formes comme ça, ou avec des intégrales et des choses comme ça. Pour vous, la masse, c'est ramener un point à chaque fois. Ça ne va pas de réagir, je pense que c'est pas un truc qui vous parle beaucoup pour l'instant. Donc en gros, tout est ramené à votre niveau à un point, il y a des forces qui sont appliquées dessus, et on se pose la question, combien ça va accélérer, et ensuite quand je tourne le chrono, combien ça va... Enfin, la vitesse va augmenter, et ensuite la position, ainsi de suite. Là, c'est la même chose, mais ramené sur un truc en rotation. Les forces, ça va être des couples qui vont pouvoir permettre de faire tourner, qui vont essayer de faire empêcher la rotation aussi. Et il me reste ce machin, le J, qui joue quel rôle finalement? On a dit. Le rôle de la masse inertielle. Voilà. On est sur la masse, ça fait penser à un problème d'inertie. Et on a dit que ça, pour nous, c'était l'équivalent d'un moment d'inertie. Oula. Inertie. J'ai pas beaucoup de place avec la compression, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais notez au fur et à mesure, au pire, et puis ça ira bien. J'ai pas chopé mon T. Paf. Voilà. Donc attention, ce que je mets entre parenthèses, c'est pas les mêmes unités, c'est juste pour que vous identifiez le problème et ça permet de mieux comprendre ce qu'on fait. Donc, on a à peu près tout. J'avais pensé à un truc là, mais on va en reparler plus tard, c'est pas bien grave. On va passer ça dans le domaine de la place.
Je vous écoute. Premier terme. Du coup, ça fait un grand J. Du coup, J. Lui, il bouge pas. Multiplié par grand oméga. P fois oméga M. On y est presque. De P, oui. J'avais pas entendu ça. Donc, on repasse vite fait. J constante, pas concerné par le calcul intégral de la transformée de la place, donc J sort. J'ai une dérivée d'un machin, donc j'ai forcément un P à la puissance 1, ça c'est implicite, le 1 là, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et ma fonction c'est oméga M de T, donc qui devient oméga M de P. Ensuite, j'ai 3 termes. Cm, alors il est déjà en majuscule, donc je ne vais pas pouvoir introduire une autre notation. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est faire une espèce de C un peu stylisé comme ça, pour vraiment qu'on voit qu'on n'est pas dans le même domaine. Le plus important, c'est quand même de faire quoi? Quand je passe dans la place. Le P. C'est ça. Ensuite, il y a ce machin, et ensuite, pour celui-là, je vous écoute. F oméga M de T passé en Laplace. C'est une constante. Grand oméga M de P. Ben, j'ai tout entendu. F, c'est une constante, ça dégage, ça reste devant. Ensuite, grand oméga M de P. Et on a réussi à passer cette équation compliquée qui faisait apparaître plein de termes, une dérivée, en un truc simple qui fait apparaître plus que moi ce que je sais bien faire, des multiplications, des additions, et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Il faut que ça devienne un automatisme maintenant. Identification. Voilà, ce sera toujours pareil. Hein. Alors, je vous écoute. Dans un problème comme ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on donne à manger à la physique? Qu'est-ce qu'elle nous rend comme info? J, on donne. Ouais, mais c'est pas ce que je veux tout de suite. Nous, à chaque fois, on a identifié 2 choses ici. Là. Les entrées, c'est pas les couples. Alors voilà, on se pose déjà la question. Bah, je vais le marquer directement sur la fonction. Les entrées, toi tu me proposes ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, j'aurais plutôt mis l'accélération. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? À ce stade, on a le droit de se planter. C'est le genre du devoir que ça craint. En oméga, là, j'ai vraiment du mal à les faire proprement, mais de moment, ça ressemble à rien. Entrées, les couples, est-ce que ça vous va? Enfin, après, il va falloir argumenter, en fait. Vous avez le droit d'avoir un avis, mais il faut essayer de dire pourquoi vous pensez que ça va dans ce sens-là. C'est le fait qu'il y ait une accélération qui va créer les couples. Ouais. On essaie de réfléchir à mon arme moteur. Il y a des couples qui sont appliqués dessus. Qui cause qui, d'après vous? Il y a une force qui est appliquée sur un axe qui va créer une rotation. Ce qu'on pilote, c'est la vitesse, c'est pas le couple. Et donc, de par la vitesse, on obtient un couple. Et en fait, vous réfléchissez à l'envers. Sauf, j'ai déjà zappé, c'était Quentin, je crois. J'ai pas vu le nom popper tout à l'heure, mais j'ai peut-être reconnu la voix. Les entrées, enfin ce que j'ai écrit là, en fait, c'est la bonne réponse. De la même façon qu'une machine pourrait fournir une force qui va faire accélérer un truc, quand j'ai un objet et que je tape dessus, il a bougé parce que j'avais créé une force dessus, la cause, c'est la force que j'applique. La conséquence, c'est que le machin va bouger. Donc, en gros, il faut que vous réfléchissiez comme ça. Le moteur, lui, ce qu'il va créer, c'est l'équivalent d'une force, mais ramenée sur un axe, un couple. Le moteur, quand vous l'achetez, il y a marqué vous avez droit à tant de Newton-mètres si vous alimentez dans le truc nominal de tant de volts. La résultante, c'est une accélération, mais alors l'accélération, c'est P fois oméga, donc la dérivée de la vitesse. Mais ça suffit pas. L'accélération, elle va aussi dépendre de l'inertie. Donc il faut imaginer ce machin, pour le bouger, là, c'est facile. Si ce truc-là faisait 150 kg, j'aurais du mal à le faire bouger comme ça. Mais par contre, si j'arrive à mettre la force pour le faire bouger, il aura une inertie monstrueuse et l'énergie pour la dissiper, ça va être difficile. Et il va partir avec une vitesse, enfin une énergie folle qui va pouvoir faire bouger des gros trucs derrière. Donc, les entrées, c'est mes couples.
C'est l'équivalent de ce que j'applique au système, et en fait, il se trouve que la vitesse que je veux obtenir, en fait, ce qui se cache derrière, c'est même l'accélération, mais on l'a déjà décomposée. Ce sera qu'une conséquence, en fait, de mon moteur. Mais ce qu'il fournit, lui, c'est un couple. Et la vitesse dépendra de l'inertie et du temps que vous prenez aussi pour augmenter, intégrer cette accélération-là. Est-ce que c'est compris là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est pas facile, hein, cette question-là. Mais il faut que vous vous en persuadiez, quoi. Un moteur, ça fournit un couple, et la conséquence, c'est que ça se met à tourner. Donc ça va acquérir une vitesse, mais ça reste qu'une conséquence. La cause, c'est le couple. C'est bon là-dessus? Je vais pousser un tout petit peu ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on en est là d'habitude? Le schéma fonctionnel. Ouais, c'est ça. On va faire un schéma fonctionnel. On va essayer de trouver un bout de schéma bloc qui ressemble à cette équation. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite, le schéma fonctionnel? En gros, vous prenez cette équation, est-ce que vous êtes capable de faire un dessin dans le bon sens et tout? On va peut-être la Non, retrouver. il faut d'abord mettre la sortie à gauche et l'entrée. Voilà. À chaque fois, on a mis un truc du genre sortie est égale à une fonction de transfert fois une entrée. Comme ça, ce qu'il y a de ce côté va être transformé par mon système et vous allez obtenir quelque chose d'autre. J'amène une somme de couple, je passe à travers un système newtonien et je me retrouve avec une accélération, quoi, P oméga. Donc, on a dit il faut qu'on isole quoi? On isole la sortie. Ouais. Donc, j'ai pas envie qu'on perde trop de temps à essayer de vous faire partir sur un mauvais truc. La sortie, c'est oméga. Est-ce que vous voulez un autre endroit? On a dit que la sortie, c'était le résultat, quoi. Donc c'est oméga. Est-ce qu'il apparaît à d'autres endroits? Ah oui, un facteur de F. C'est ça. Il y a ce machin qui traîne à droite, là, et qui m'embête, moi. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce F oméga, là? On le factorise, non? On le passe à gauche et on factorise. Tout à fait. Je prends une ligne de plus juste pour être sûr que vous ayez ce qu'il faut en correction. Et c'est là où on va voir que l'identification de mes entrées, elle était incomplète. Mais c'est difficile à deviner, donc on va repartir un peu en arrière après. On a ce machin, vous m'avez dit on factorise. Check. Voilà, Ensuite, on ramène à droite pour avoir notre fonction de transfert. c'est ça. Donc on a du JP plus F ici. Ici, on a le couple moteur moins ce qu'on va identifier comme étant un couple résistant. Et tu m'as dit, la fonction de transfert, je la passe à droite. Vous pouvez écrire les choses comme ça, par exemple, ou faire un grand trait de fraction. Je préfère qu'on fasse ça parce que je trouve ça plus facile après pour faire le schéma fonctionnel. JP plus F. C'est pas un moins, ce truc-là? Il me semblait qu'il y avait un moins qui traînait quelque part. Bon, non. Et ce serait bizarre même que ce soit un moins. Je sais plus pourquoi. On verra en TP MATLAB s'il n'y a pas... Je sais plus. Non, ça doit être bon. Ou alors c'est que j'ai un coefficient qui traîne. On verra en TP, c'est pas grave. Donc on a ce machin. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on remonte un tout petit peu ici, là. Si vous avez mon pointeur, il a déconné ce matin. A priori, vous le voyez. Sur l'identification de mes entrées, au début, j'ai dit les couples en entrée de mon système, c'est mes entrées. Il va falloir qu'on modifie un peu le truc, là. Parce que mince, je suis même pas censé prendre ça. En fait, les deux vraies entrées, elles sont là. Ce truc-là, on va le sortir parce que le oméga, ça nous a pris un peu de temps, mais on l'a identifié comme étant la sortie. Et à ce moment-là, il n'y a que les deux couples moteur et résistant qui sont vraiment les entrées de mon problème. Et on a réussi à le mettre en évidence sous cette forme-là. Là. Ça, on va pouvoir l'appeler, par exemple, deuxième fonction de transfert, H2 de P. Question là-dessus. Et s'il n'y a pas de question, proposez-moi l'étape suivante. En fait, on a déjà...
Attends, j'ai parlé en même temps que toi, pardon. Dis-moi ça. Le schéma fonctionnel. Ouais, schéma bloc, schéma fonctionnel. On va retrouver un comparateur, non? C'est ça. Regardez la forme générale que ça a, ce machin-là. Oméga, une différence d'entrée, là. 1 sur un polynôme de degré 1. On remonte un petit peu. Quelque chose, une différence en entrée, un polynôme de degré 1. Qu'est-ce qu'on peut dire du dessin qu'on va obtenir? Ça va être le même. Il va avoir vraiment la même tête que ce machin-là. C'est ça. Il va y avoir un comparateur, il va y avoir une fonction de transfert. Essayez de prendre de l'avance et de me dessiner tout de suite, avant même que je l'ai corrigé moi, la tête que ça va avoir. Comme ça, vous allez commencer à créer des automatismes aussi. Voilà, il est revenu. Check. Donc, on a dit, dans ce machin, il va y avoir une boîte, il va y avoir un truc qui ressemble à ça. Un morceau comme ça. Faites gaffe aux flèches aussi. Et c'est tout. Qu'est-ce que je marque dans la boîte? Sur Un JP sur plus F. Ouais, merci. 1 sur JP plus F. Vous pouvez aussi très bien marquer H2 de P. À chaque fois, je mets de la même forme, mais il faut que vous sachiez ce que vous avez le droit d'écrire. Ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça. À chaque fois, moi, je vous mets les deux pour vraiment qu'on appuie sur le machin, mais il faut que vous sachiez que les deux trucs de droite sont bons. Pour celui-là, à une condition, c'est que quelque part, vous m'écriviez à quoi ça correspond le H2. Dans une correction de devoir, s'il n'y a que ça, ça ne suffira pas comme info parce que je ne serai pas sûr que vous avez fait tout le travail d'identification de votre fonction de transfert. Mais les deux trucs que j'ai mis à droite sont acceptés sans problème et on va les voir ensemble d'ailleurs. Et le truc le plus complet, c'est de me mettre un truc dans cette sauce-là, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que je marque à gauche? Au niveau du plus, ici, là. En face du plus, on met le CM de P, et en face du moins, on met le CR de P. Voilà, couple moteur, c'est ma donnée d'entrée positive. Couple résistant, c'est ma donnée d'entrée, mais qui va être soustraite au couple moteur. Il va falloir qu'on voit si c'est logique pour vous. Je passe la différence de ces deux couples-là dans mon système, et je transforme des couples en quoi? Ce qui est à la sortie. Vitesse de rotation. Voilà. Oméga M de P. Donc ce qu'on a, c'est, encore une fois, il y a un truc qui essaie de forcer la rotation dans ce sens-là. Il y a un truc qui empêche la rotation de se passer, donc ça s'oppose. Et la question qu'on est en train de poser, c'est est-ce que ça va tourner dans ce sens-là? À quelle vitesse? Et ainsi de suite. Et le problème physique qu'on est en train de voir là, ça nous l'écrit tout simplement avec des blocs, des additions, des soustractions et des multiplications par cette fonction de transfert. Et c'est ce qui se cache derrière ça, c'est aussi bête que ça. On peut prendre une seconde. On en est où sur le temps là? Il reste 20 minutes. On va être pas trop mal, je pense. On peut prendre une seconde pour essayer de réfléchir à ce que fait ce F là. Là, j'ai à peu près tout sous les yeux. Je vais dézoomer peut-être un poil. Allez, encore un peu parce que j'aimerais bien avoir tout en fait. Bon, allez, on va remonter carrément là. Qu'est-ce que c'est que ce F là? Et quel rôle il joue? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Parce que si vous regardez dans le problème, il n'y a pas seulement le couple moteur, le couple résistant. Il y a un truc qui ressemble à un couple résistant supplémentaire. Dites-moi ce que vous pouvez me dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut... Dans la légende, c'est le paramètre de frottement visqueux. Ouais, on parle de frottement visqueux. Donc, on parle ici de frottement. Est-ce que c'est un truc que vous avez vu avec les collègues, ça? Frottement visqueux, frottement sec, sur la modélisation de tous les engrenages, les machins comme ça, tout ce qui permet de faire la transmission de puissance. Après, c'est la mise en équation qui peut vous perturber, là. Mais c'est des choses que vous devez connaître normalement, ces choses-là. On a juste parlé du coefficient de frottement. C'est lié à ça, mais il faut voir avec quel... En fait, des types de frottement, il y en a plein. Et ce qui se cache derrière après, c'est de quel paramètre ça dépend. C'est-à-dire, en gros, ici, on voit que c'est un frottement qui est d'autant plus fort. Vous voyez que c'est ce terme-là qui va créer un couple résistant. Il y a un moins qui traîne là. Il est d'autant plus fort que ma vitesse est grande. Plus j'essaie de tourner vite, et
plus ça va m'empêcher de tourner. Et ça doit vous faire penser à un autre truc, ça. À quel rôle on peut comparer ce truc-là là? Plus j'essaie de faire quelque chose et plus la physique m'empêche de bosser. Qu'est-ce que La viscosité. j'ai pas entendu? La viscosité. Alors, ça, c'est la résultante de la viscosité, mais c'est pas tout à fait la question que je vous pose. On a vu un autre phénomène physique où plus on essayait d'aller dans un sens et plus la physique nous disait je vais te ralentir dans ce que tu essaies de faire, quoi. Je vais t'empêcher de faire ce que tu veux. C'est juste pour qu'on compare un peu les rôles des différents éléments. On va voir que c'est pas forcément les mêmes formes. Si on remonte un peu au niveau de ce que je vous avais expliqué sur ces schémas, là. On parle pas. On a parlé vite fait de ce machin, on a dit plus ça tourne vite, plus il y a une tension qu'on appelle une force contre-électromotrice qui va s'opposer à la tension du moteur. Et c'est juste pour vous montrer que tout ça, c'est des mécanismes d'asservissement. C'est pas nous qui avons fait ça pour faire en sorte que le moteur tourne à une vitesse fixe. La physique arrive bien à le faire toute seule avec des espèces de phénomènes comme ça. Et donc le frottement visqueux, il va apparaître ici parce qu'il est proportionnel à la vitesse et on voit que à travers cette équation, il va être appliqué à ça. Il doit nous rester une équation, la 4, et on va enfin pouvoir regarder ce système complet. C'est l'équation du couple moteur. Ça doit avoir cette tête-là. Cette équation-là, c'est celle qui est la moins rigoureuse de ce modèle, je pense. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 parties. Mais celle-là, elle est quand même assez fragile dans le sens où, en fait, ce qu'on dit grâce à cette équation-là, c'est que plus on injecte de courant dans le système, plus on aura de couple moteur. Par quel intermédiaire est-ce que je peux augmenter le courant dans mon système, d'après vous? On va essayer d'anticiper un peu le travail qu'on fait après, là. Comment je peux augmenter le courant dans mon système? En diminuant la résistance. Alors, c'est pas la réponse que j'attendais, mais ça marche très bien. Si je reviens à mon schéma initial, le truc qui va limiter le courant là-dedans, en premier lieu, c'est la résistance. Le problème, c'est que pour diminuer la résistance, à part changer de moteur, ou le refroidir très 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 froid et encore avec des matériaux un peu particuliers, on va pas y arriver. Donc on peut utiliser une autre astuce. Jouer sur la tension, du coup. Il n'y a que ça. Si vraiment vous voulez pas vous embêter à changer le moteur ou alors à utiliser... Et en fait, en vrai, il y a des circuits qui arrivent à baisser les résistances, mais avec des trucs un peu compliqués, des transformations d'impédance. Mais le truc le plus simple, c'est quand même de se dire, si j'ai pas assez de courant, j'avais 10 volts, je vais passer à 24 ou un truc comme ça, puis j'aurai beaucoup plus de courant. Et il y a quelque chose d'assez naturel dans ce qui est en train de se passer. Il faut imaginer que si j'envoie plus de tension dans mon moteur, j'aurai plus de courant. On va voir les blocs ensemble après. Et par l'intermédiaire de ce truc-là, c'est proportionnel, c'est ça qui est un peu fragile comme modèle, j'aurai un couple, si j'ai 2 fois plus de courant, j'aurai 2 fois plus de couple. On peut déjà sentir que ce modèle, il va être limité, parce que ça donne l'impression que si je suis capable d'envoyer 1000 ampères dans mon truc, au lieu de 1 ampère par exemple, j'aurai 1000 fois plus de couple, alors qu'un moteur, il est capable de vous donner une certaine quantité, ou d'un moment il sature. Ce phénomène de saturation, il n'est pas du tout dans cette expression, et c'est une approximation au premier ordre qu'on a, et qui va très très bien marcher pour notre niveau là. Qu'est-ce que je fais de ce machin? On va repasser dans toutes les étapes, c'est vous qui me dites maintenant. On a 15 minutes pour dessiner le schéma complet à partir de ça. J'ai une équation dans le domaine temporel, qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir travailler avec en modélisation? On la passe en Laplace. Ouais, Cm de t, qu'est-ce que j'écris? Cm de P. Cm de P, c'était déjà majuscule, alors je m'embête pas trop. Ensuite. Cm, c'est une constante, du coup on la garde. Ouais. Et après, I, c'est I de P, mais en majuscule. Voilà. On vient de passer dans la place. Étape suivante. Les identifications, nos entrées, nos... Alors, si vous avez écouté ce que j'ai dit il y a 30 secondes, c'est quoi qu'on injecte dans le problème? L'intensité et la sortie, le couple. Voilà. Voilà l'entrée. Voilà la sortie. Est-ce que le truc est dans le bon sens pour vous?
Non. J'ai même pas eu le temps de voir. C'est Christ. Comment tu voudrais le mettre? On met IDP égale à CM multiplié par 1 sur KM. 1 sur KM fois CM de P. Vous préférez comme ça? Bah non, du coup, on exprime notre sortie en fonction de l'entrée. Ouais, en fait, je sais plus si ça traîne pas loin. J'avais pu vous dire. Ouais. La donnée d'entrée, c'est ce qu'il y a ici. On multiplie par un machin et je veux la sortie toute seule. Et Ok. si on revient ici, là, l'entrée multipliée par un machin, mon système, et j'obtiens la sortie, donc j'ai déjà la forme qui me plaît bien. Ouais. Ok. Hop. Mais après, cette équation, elle était quand même juste. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas dans le bon sens par rapport au dessin que je vais faire. Je vous écoute pour la suite. Et du coup, notre schéma fonctionnel, ce sera le même que pour le 2 avec un ampli, avec Voilà. KM à l'intérieur. Donc on fait un dessin d'ampli, un triangle, on écrit KM, on va accélérer un petit peu parce que je pense qu'à force, vous avez compris le principe, là on a la même chose juste au-dessus. Mon couple moteur, il est égal à ma donnée d'intensité dans le circuit, dans l'induit du moteur, on devrait dire, multiplié par une certaine constante, celle-là, en gros, elle est marquée dans les datasheets du moteur quand vous l'achetez, et ça vous dit, bon ben, si vous envoyez 1 ampère, vous aurez tant de newton-mètres. Et vraiment, c'est écrit comme ça, et ça, c'est le paramètre... Il y a des gens qui appellent ça le paramètre alpha aussi, sur de la documentation en motorisation, mais je ne suis pas fan de ça, parce que le alpha, c'est quoi pour vous là? Encore, je ne sais même pas si c'est ce que vous utilisez comme notation, mais c'est ce que j'ai vu dans les bouquins. C'est souvent un angle. C'est vrai, je pensais pas à ça, mais ça peut être aussi un angle. Dans les bouquins de méca que j'ai, ils sont peut-être plus en anglais. Le alpha, c'est l'accélération angulaire pour moi. Donc ce serait le oméga point, quoi. Je sais pas si vous le notez comme ça, mais c'est pour ça que j'aime pas trop appeler ça le paramètre alpha, parce que il y a des confusions après, vu que là, on va vraiment parler de rotation en plus. C'est pas comme si c'était un domaine différent. Mais ouais, si vous cherchez dans la doc des moteurs, souvent ils appellent ça le paramètre alpha. Si je mets 1 Nm, enfin, si je mets 1 ampère, j'ai tant de Nm, et puis après c'est proportionnel jusqu'aux limites de fonctionnement du système, où ce modèle-là, cette équation, elle est plus vraie. On va faire un truc, on va essayer d'amorcer un peu ce problème. Je peux trouver un truc facile. Regardez les deux morceaux de schéma bloc, là. Il y a un truc évident qu'on doit avoir envie de faire si vous regardez ces deux bouts. Donc on a celui là-haut, on a celui ici. Qu'est-ce qu'on aura envie de faire avec ces deux machins? Faire en sorte que les deux grands E de P soient ensemble, donc mettre la flèche en dessous. Exactement. On aura envie de relier ce machin ici et d'avoir un gros morceau qui me dit à l'entrée de mon système où j'avais une différence de tension qui me donnait le courant qui allait alimenter l'induit du moteur, ben, il y a une des tensions qui en fait est liée à la vitesse du moteur. Donc un truc qui va se passer plutôt à droite tout à l'heure ici. Là. Plus j'alimente en tension, plus j'aurai de courant, et on va voir tout à l'heure à travers un autre bloc, plus j'aurai de vitesse, et donc plus cette tension va être grande, va venir s'opposer à ma tension d'alimentation, et moins le moteur va accélérer en fait, jusqu'à ce que j'atteigne une vitesse limite où je ne pourrais pas aller plus vite que ça sans changer l'inertie de mon problème, c'est-à-dire le J qui traîne dessus ou d'autres données du problème. Monsieur, on peut pas Ouais. remplacer le oméga M par ce qu'on a déjà fait dans un autre schéma bloc? C'est ça. Et en fait, tous les trucs qui apparaissent en début et en fin de chaîne, on va essayer de les brancher à quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, et c'est un des seuls intérêts à être sur whiteboard, là, il faut que je sois sûr d'avoir tout le monde, par contre, qui t'a entraîné un peu trop. Je vais vous reprendre les 4 morceaux qu'on a vus ensemble, et on va essayer d'en faire un seul. On a déjà réussi à faire une première connexion. Bon, je vais peut-être avoir un peu de casse en même temps, mais c'est pas grave. Il faut qu'on puisse partir de là. Voilà le premier bloc qu'on avait. Qu'est-ce que c'est lent ce machin? Hop. Ça doit être le deuxième bloc qu'on a fait ensemble. Et les deux autres, je vais les avoir presque là. Ici pour l'instant. 2 transferts tout seul, ça veut pas rien dire. Ici, il n'est plus forcément nécessaire. On va prendre. Voilà. Hop.
C'est un peu long. Ah ouais. C'est quoi ma donnée d'entrée? Je injecte dessus. On va voir, parce qu'on a vu tout à l'heure, un couple, ça crée capable Singulaire. de créer une vitesse. C'est un problème de physique. Station, mais je suis en train de tourner comme ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir au-delà de la vitesse si je continue à aller plus loin dans la physique là? C'est pas facile à votre niveau de voir où je veux en venir, mais c'est l'étape suivante. Une accélération, enfin un couple qui est lié à l'accélération, qui nous donne une vitesse, qui nous donne quoi après la vitesse? Une position. Bah ouais. Donc on a une vitesse angulaire, et si je lance le chrono et que je l'arrête au bout d'un certain temps, je fais une intégrale de la vitesse sur un certain temps. Et l'intégrale de ce profil de vitesse sur le temps, ça me dit, bon ben, quand j'ai arrêté le chrono, je me suis arrêté à tant de degrés, par exemple. Et ce sera un truc qu'on pourrait avoir sur un positionneur 3 axes ou une chose comme ça. Donc, ma sortie, la voilà. À l'échelle de mon système complet, encore une fois. C'est pas vrai pour un morceau de l'équation, mais c'est à l'échelle globale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ce stade-là? Ce qu'on va essayer de faire, c'est que ça, ce soit le point de départ, donc ça ne va pas trop bouger. On va pouvoir faire bouger les 3 autres blocs autour de ça. Mais l'entrée, le bloc qui est à l'entrée, lui, il ne va pas bouger. On va articuler autour de ça. Au niveau du moins, on va avoir partie de droite avec EP. Alors c'est vrai, je vais être obligé... Hop, il y a même des chances que je doive refaire le schéma. Parce que on a un truc qui ressemble à ça. On a dit... Lui, voilà. Ensuite, il me manque un machin qui n'est pas passé, c'est l'oméga, là. Hop. Qu'est-ce qu'on peut relier d'autre pour que tout le monde soit lié avec tout le monde, là? Et ensuite, il y a I2P. I2P qui apparaît ici, qu'est-ce que je peux en faire? Avec l'autre amplificateur. Ouais, il y a le KM qui apparaît là. Donc je sais qu'en gros, c'est un peu moche comme ça, mais je vais le mettre comme ça pour l'instant. On va refaire les dessins après, on va remettre un beau fil dessus. Et après, on a CM2P. Tout à fait. Donc les couples, je vais faire un peu pareil, c'est pas très joli, mais comme ça on va comprendre. Les deux CM, ils sont au même endroit. J'ai pas tout à fait fini. Pardon, j'avais pas vu que j'étais en train de dépasser. Voilà. On relie les deux oméga ou pas? Ouais. Mais il se trouve que la sortie, c'est forcément la sortie, donc je veux une flèche sortante là. Et on va pouvoir faire une espèce de dérivation ici. Et ça doit vous faire penser aux boucles de contre-réaction qu'on a vues ensemble. C'est-à-dire, on ponctionne la sortie, on passe à travers l'équivalent d'un capteur, on attaque un comparateur. Il y a un truc qu'on pourrait faire pour que ce soit plus joli. Là, c'est pas terrible. On va le mettre à l'envers, notre gain. Bah, ce serait pas mal, parce que ça fait pas naturel d'avoir une espèce de boucle comme ça, là. Donc, cette partie-là, je vais être obligé de la refaire. Vous pouvez déjà commencer à anticiper un peu la prise de notes. Toute la partie du haut, elle est bonne, mais on va pas s'amuser à noter ça ici. On va mettre des fils. Vous pouvez faire un truc plus compact aussi, moins espacé. Ici, on a dit que c'était le courant. Ici, on a dit que c'était le couple moteur. On a un truc qui est ponctionné ici, qui passe à travers mon KE et qui me donne du EP, qui doit plus apparaître au milieu de mon fil non plus. C'est pas ultra propre mon machin, mais ça fera l'affaire pour une correction. Essayez de faire plus joli que ça sur vos prises de notes. Voilà. Hop.
Et on a tout sous les yeux. Je vérifie qu'il manque rien. Il y a un truc que j'aime bien faire, mais si vous avez commencé à noter comme ça, c'est pas grave. Le comparateur, rien ne nous oblige à lui mettre la tête en bas comme ça. Donc on pourrait très bien mettre le couple résistant ici et je sais pas, je trouve ça plus joli qu'il y ait une belle boucle de contre-réaction avec un truc comme ça, le comparateur avec rien qui traîne au milieu. En vrai, ça change rien du tout. Et là, j'ai couple moteur. On a la donnée d'entrée, on a la donnée de sortie. Pendant que vous prenez des notes, je vais reprendre quelques trucs physiques qu'il y a dessus, histoire que ce soit bien compris tout ce qu'il y a derrière ça. Mon entrée, c'est une tension, donc c'est des volts. Ici, nécessairement, je suis obligé d'avoir des volts aussi, parce que je ne peux pas faire de soustraction entre des trucs d'unités différents. Donc, il faudra qu'on voit, mais là, il y a une transformation de quelque chose vers des volts. Cette tension d'alimentation, elle passe à travers l'induit du moteur pour devenir un courant. Ensuite, j'ai l'équivalent de la force mécanique fournie par mon moteur, ça me donne un couple ramené sur la rotation. Là, c'est bon. Mon axe de rotation peut subir aussi des couples résistants, des frottements visqueux, et au final, je me retrouve avec une vitesse de rotation. S'il n'y avait pas la partie basse, que j'allais cacher avec ma main, mais ça ne va pas me changer grand-chose. En fonction de la vitesse de rotation, plus j'essaie de tourner vite, et plus la physique me dit je vais te bouffer ta tension d'alimentation pour t'empêcher de tourner plus vite que ça. Il y a une espèce de truc électromagnétique dedans qui fait qu'il y a un courant qui va s'opposer en fait au courant d'alimentation et ça va se traduire par une tension opposée à la tension d'alimentation. Et grâce à un truc comme ça, justifiez-moi que la vitesse d'un moteur, elle est asservie par la physique. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on marque ? C'est une question bateau, je peux vous le mettre en devoir. On va finir là-dessus. La forme de ce dessin-là me dit qu'il y a un asservissement qui se crée. Où est-ce que je le vois ? Et là, c'est question de cours. À la boucle de feedback, du fait que la vitesse qu'on lui, du moins, que la tension qu'on lui induit dépende de sa position à T+1 en fait. Il y a une histoire comme ça. J'ai besoin de savoir à l'instant T ce qui s'est passé avant. La boucle de feedback, ça m'irait très bien parce que c'est le terme qu'on utilise de plus en plus. La traduction en français de ça. Je l'entends aussi, honnêtement. Une boucle de retour. Pas tout à fait, mais ça se comprend bien. On parle de contre-réaction. Dans tous les trucs d'auto, les bouquins d'auto, les trucs comme ça, vous allez voir plutôt ça. Et de plus en plus, on parle de système avec du feedback. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle de contre-réaction ? Un système feedback, c'est je ponctionne ma sortie, je passe à travers éventuellement un capteur, mais il n'est même pas obligé d'être là, et j'ai un comparateur. Et vous avez vu dans le cours que ce machin-là, je sais le fabriquer de façon analogique. Je peux aussi le faire avec de la programmation. Je mesure deux trucs et je fais une soustraction. J'injecte dans un driver après la différence des deux. On a fini tout pile. La prochaine fois, on rentrera un tout petit peu plus dans les expressions mathématiques, sans non plus dérouler ça, en faire un gros calcul intégral ou quoi que ce soit. C'est juste pour avoir des expressions complètes. Ce qui m'intéresse de vous faire ça, encore une fois, ça, je peux le mettre dans MATLAB et mettre tous les vrais paramètres de mon problème et il va me montrer exactement comment ça accélère. Si derrière, je mets un régulateur PID, je vais être capable de régler les 3 paramètres qu'on a vus ensemble pour faire en sorte que la vitesse puisse être asservie, par exemple. Et je peux asservir n'importe quelle donnée de mon problème. Et le dernier point, on finit là-dessus. Perdez pas de vue qu'il y a ce machin-là à préparer. C'est le TP, il est disponible sur la plateforme Moodle, c'est le seul que vous ferez. Quand vous vous pointez en TP, il faut absolument avoir des éléments de réponse pour les premiers trucs théoriques et vous allez gagner beaucoup de temps. Et il faut aussi avoir lu le cours, revu le cours, vu que vous l'avez enregistré en vidéo, sur ces éléments de PID-là, parce que il va falloir en brancher un dessus et m'asservir ce pendule, en tout cas son modèle, pour faire un asservissement en angle aussi propre que possible ici. Donc préparez ce TP quand vous allez arriver, et je vais repasser un mail pour ça, mais normalement,